finalité, c'est pas de faire rouler des voitures sur un circuit, c'est que les gens puissent vivre un rêve. On avait pris un avion pendant l'Euro de foot. L'avion, il était vide. On a acheté une bagnole historique, une vraie d'époque. Parce qu'en fait, je Voilà. m'étais laissé jeter par Lotus. En fait, Lotus m'avait dit, ouais, mais votre projet d'école, machin, on n'y croit pas. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de Comment faire kiffer les gens. Je suis très heureux de faire cet épisode avec Julien. C'est un épisode un peu spécial. C'était mon ex-associé, cofondateur de la Classic Racing School, école de pilotage automobile historique unique au monde qu'on a créée en 2017 avec un projet qui a commencé en 2016. Donc un vrai projet de kiff pour faire plaisir à des passionnés d'automobile au volant en fait de monoplace des années 60. On va tout vous raconter et Julien vous racontera aussi la suite. Je suis parti de cette boîte en 2020. Ça va Julien? Tu passes une bonne journée pour le moment? Ouais, salut Morgane, ça me fait très plaisir. Je vais très bien. Et puis, écoute, je suis ravi qu'on puisse partager le début de cette aventure-là tous les deux parce que on l'a créé ensemble. Et comme tu l'as dit juste avant, on n'a jamais vraiment détaillé pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait et toutes les petites anecdotes qui vont avec. Donc, je suis ravi de partager ce bout d'aventure avec toi aujourd'hui. Yes, bah ça c'est super parce que on va dire que c'est un lieu d'expression un peu plus libre par rapport à des fois la presse qui a pu prendre que des bouts d'histoire ou modifier des fois des petits bouts parce que bon les journalistes font un peu ce qu'ils veulent des fois. Là voilà c'est du naturel, c'est une discussion entre nous pour parler de cette histoire. Du coup pour juste remettre un petit peu le décor, donc je peux te laisser te représenter. Nous on s'est connus à l'INSA en études d'ingénieur, mais qui est Julien Chaffard du coup? Écoutez, je m'appelle Julien Chaffard, donc j'ai 29 ans, bientôt 30. Donc voilà, on s'est rencontrés à l'INSA Lyon avec Morgane, donc formation d'ingénieur en mécanique. Et puis, grand passionné d'automobile, ce qui nous a conduit à se lancer dans cette aventure un peu folle dont l'idée a germé en 2015. Ensuite, en 2016, on a commencé à travailler dessus. Je t'ai contacté, je pense, ouais, 2016 et on a créé en 2017 alors qu'on était encore étudiant. Ça, c'était assez fou. Et donc aujourd'hui, donc voilà, j'habite à Clermont-Ferrand, à proximité d'un circuit qui est le circuit de Charade et qui a été une des pièces maîtresses de la géolocalisation du projet. Et aujourd'hui, voilà, donc je gère donc une école de pilotage historique qui s'appelle Classic Racing School, qui permet à n'importe qui de revivre les sensations assez incroyables et uniques de voitures de compétition des années 60. Et ça, pour le coup, c'est un vrai kiff euh, qu'on est les seuls à pouvoir aujourd'hui partager dans le monde. Donc c'est toujours le cas. C'était le cas au début, c'était le but, on l'est toujours. Donc la vision était plutôt bonne là-dessus. Ouais, je pense aussi, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode parce que, certes, ça fait partie de mon histoire aussi, mais je trouve en fait on a vraiment réussi à faire quelque chose, comme tu l'as dit, d'unique, parce que on s'est affranchi un petit peu de pas mal de choses que les gens nous disaient, voilà, c'est impossible à faire, etc. Et donc, c'est un peu ce qu'on va raconter là. Et l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur, en fait, c'est un concept qui fait kiffer les gens. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui apporte du bonheur, du plaisir et des souvenirs. Et ça, pour moi, c'est juste incroyable. C'était un peu la quintessence du travail qu'on faisait et que tu continues à faire. C'est que tu imprimes dans la mémoire des clients et même des accompagnants, tout ça, en fait, des trucs dont ils potentiellement se souviendront à vie, quoi. Et ça, c'est juste fou, quoi. Ouais, mais surtout, je pense, que c'est la base du truc. C'est un truc qu'on aimait bien nous à la base. Donc, pour faire kiffer les autres, je pense qu'il faut aussi kiffer le truc soi-même d'abord. C'est comme quand tu veux aller faire les gens les mieux, il faut aller déjà bien soi. Donc ça, je pense, la base. Après, c'est quelque chose qu'on fait en équipe. Donc, il faut aussi que l'équipe soit dans le même mood, partage la même passion et également, voilà, et les mêmes objectifs, une vision partagée. Mais c'est clair que ça part d'une passion. Donc déjà, c'est quelque chose qui génère énormément de plaisir. C'est lié aussi à une certaine ambition, mais après, ça rejoint à la fois la genèse et le but.
du projet, parce qu'il faut aussi que c'est une finalité. En fait, la finalité, c'est pas de faire rouler des voitures sur un circuit, c'est que les gens puissent vivre un rêve, le rêve d'une vie. Pour certains, c'est un rêve qu'ils peuvent faire plusieurs fois. Pour certains, c'est le rêve ultime. Et c'est assez magique de se dire, et quand surtout on entend les personnes qui deviennent à la fois des personnes qu'on connaît bien, c'est pas des clients en fait, c'est des personnes qui rejoignent l'aventure. Donc ça, c'est assez différent, je pense, dans la mentalité, et c'est ce qui fait qu'on a une certaine proximité avec eux. Mais quand ils viennent nous voir à la fin, on disait, vous avez réalisé mon rêve, et qu'ils aient 35, 40, 50, 60, 70 ans, c'est intergénérationnel, et ça, c'est incroyable. Voilà. Donc ça nous fait plaisir, c'est génial, c'est hyper motivant et ça nous permet d'être toujours là et de continuer à améliorer les choses et d'écouter les gens parce qu'il faut les écouter en fait. Une fois qu'ils ont kiffé le truc, c'est eux qui te donnent les prochaines idées. Voilà. Yes. On va du coup revenir à la genèse Ouais, pour ouais, l'audience, pour les carrément. gens qui nous écoutent. Donc, nous, on se rencontre en 2014, un truc comme ça, 2014 en études. On est dans la même asso. Ouais, On fait des petits prototypes de véhicules à faible consommation d'énergie. Ça s'appelle le Proto Insa Club. Voilà, ouais, ouais. déjà. Donc, c'est toujours mobilité, bagnole et tout ça dans lequel on se rencontre. On s'occupe tous les deux. Enfin, c'est toi qui t'en occupé. Après, moi, je t'ai rejoint sur tout ce qui est sponsoring et com. Donc, on Mhm. se connaît là-dessus. On est dans la même promo. Et toi, donc, tu pars en 2015 chez AGS Formule 1, ex-écurie de Formule 1 qui fait maintenant des stages de pilotage, école de pilotage avec donc, de la Formule 1 et aussi des Formule 2000. 4, C'était Formule Formule 4. 4. Non, aujourd'hui. Formule Avant 4 c'était aussi. Formule Opel, maintenant c'est Formule 4, mais voilà, Ouais, ils ont Formule voilà. 4 et Formule 1. Voilà, circuit du Var, donc vers Saint-Tropez. Et donc là-bas, c'est là où ça germe un petit peu, quoi. Parle-nous-en. Ouais, bah ça c'est pour le coup, je vais utiliser le mot souvent parce que c'est la thématique, mais là c'était vraiment le kiff ultime du stagiaire, quoi. Tu vois, je pars là-bas pour la structure, je vais faire vite, mais il n'y avait pas énormément de structure. Et en fait, j'étais le stagiaire qui avait un peu la carte blanche, donc c'était assez incroyable. Je pense que ça a quand même pas mal changé aujourd'hui. Mais pour résumer, en fait, moi, j'avais jamais trop conduit de bagnole, ni sur circuit, ni de voiture de course. Hein. Faut le dire, on vient d'un milieu où en fait personne faisait ça. Hein. Nos familles n'étaient pas dans le milieu de la Hmm. bagnole. On est parti de zéro, mais vraiment pareil. Et toi, je crois que tu étais chez Caterham, moi j'étais chez AGS, et en fait, Non, 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 j'étais chez Rolex en stage. J'avais ouais, décroché c'est un vrai. stage chez Rolex pendant 3 mois. Toi, non, et toi, du coup, chez AGS. Et c'est ensuite que j'avais fait Caterham. Mais on y revient Ok. après, je pense. Mais du coup, AGS, ouais, c'était assez dingue parce que bon, là, j'étais censé m'occuper de faire un petit peu le point sur qu'est-ce qui fonctionnait pas sur des voitures, parce que c'était des voitures des années fin 90, début 2000, où il y avait plus du tout les mêmes connectiques d'aujourd'hui, on n'avait pas d'acquisition de données. Et mon but, c'était de faire des plans d'expérience pour comprendre ce qui allait pas dans les chaînes de capteurs et qui conduisait à des mauvaises synchronisations des passages de boîtes de vitesse. Donc je faisais mes tests sur des tréteaux et le jour où j'ai fait quelque chose qui semblait fonctionner avec les moyens du bord, parce que c'était vraiment nouveau pour moi, le patron de la boîte me dit, bah, écoute, voilà, maintenant il faut aller essayer la voiture et Julien, tu la prends, t'y vas, quoi. Donc la première bagnole que je conduis, enfin à peu près sur circuit de ma vie, c'était une F1, c'était une Prost AP02 de 99, donc ça c'était incroyable. Mais après, voilà, j'ai vu que il y avait quand même des limites à ce modèle-là. Tu peux pas non plus confier ces voitures-là à tout le monde. Enfin, c'est mon point de vue. Et c'est de là qu'est partie à germer l'idée d'une école où il y a vraiment un peu plus de proximité avec les clients, des voitures plus simples, plus accessibles et un état d'esprit fun, quoi. Parce que la F1, ça fait tout de suite très sérieux, mais il faut pas oublier le côté plaisir et c'était le point de début, quoi, le point de départ. Voilà. Ouais, parce que chez AGS, tu démarrais avec donc ces fameuses Opel Formule 4 pour faire des tours sur un circuit qui fait à peu près 2 km ou un peu moins, qui est pas très grand, circuit Un du peu Var. natif, ouais. Et moi, je me suis mis au tas au bout de 300 mètres, donc c'est vraiment pas long, hein. Voilà, après, c'est pas le circuit le plus excitant, mais en tout cas, voilà, ils avaient leurs locaux là-bas et avec une expérience, disons, que tu vivais qui était correcte, mais pas la meilleure en termes d'accueil client, d'expérience. Tu faisais que quelques tours en F1. Il n'y avait pas tout, entre guillemets, c'était pas pensé dans les moindres détails, on va dire ça comme ça, Ouais, si je ne faut m'abuse. dire que c'était une expérience qui tournait autour de la voiture. Ouais. Et nous, on a eu l'idée d'apporter l'environnement, en fait. C'est ça la différence. Et je pense qu'aujourd'hui,
ça dépend les attentes des gens, mais je pense qu'il y avait une certaine cohérence qu'on voulait apporter entre le produit, l'environnement, l'état d'esprit et du coup, les liens qu'on pouvait avoir avec les gens qui viendraient rouler. Donc c'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le plaisir qu'on peut offrir dans l'entertainment, dans l'événementiel, plus c'est cohérent, plus il y a une espèce d'osmose générale avec l'environnement, le produit et les acteurs. Et je pense que c'est la clé aujourd'hui, quel que Ouais, la soit le domaine dans scénographie lequel on ou est. Ouais. l'architecture, le décor, etc. On va y revenir parce que du coup, j'ai la chance de connaître l'histoire. Ouais. Donc chez AGS, il y a 3 petites monoplaces, donc des voitures de course, des formules des années 60 qui sont dans un coin du garage, qui sont Ouais, à des privés, et que des clients qui viennent faire des stages, donc tu t'occupes aussi parce que tu ne fais pas que des tests de boîte de vitesse, tu fais aussi du coup de l'opérationnel parce que c'est une petite boîte et que voilà, et le couteau ils veulent suisse, c'est rouler ça là-dedans. aujourd'hui, hein, toujours couteau suisse. Alors. Bon, on a les petites structures comme ça, il faut être couteau suisse aussi dans l'événementiel, mais du coup, les gens veulent rouler dans ces voitures, sauf qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas rouler dans ces voitures des années 60, et c'est là aussi où l'idée prend encore plus son germe. Mais bon, il fallait bien qu'on trouve des voitures, nous, pour faire ça, et c'est là où ça a commencé à être un petit peu plus prise de tête. Ouais. Alors c'était pas vraiment prise de tête. Je pense que donc l'idée, tu l'as dit, il y avait des voitures qui étaient plus simples, plus anciennes, mais qui pour moi avaient une vraie âme. Elles étaient belles, elles avaient une histoire. Et lorsque je disais à tous ces clients-là qui venaient faire de l'F1, est-ce que vous serez prêts à conduire ça, même à piloter ça 3 fois plus longtemps pour 3 fois moins cher? Ils ont tous dit oui. Donc ça, c'était vraiment le postulat de début. Après, il fallait trouver un constructeur. Parce qu'en tant qu'ingénieur, on savait très bien que faire rouler des bagnoles toutes différentes et tout, ça allait être une catastrophe en termes de suivi de pièces, d'entretien, de coûts d'exploitation. Donc on Oui, s'est parce rappelé. que, juste pour expliquer, on voulait faire ça avec des voitures des années 60, entre guillemets, et du coup, il fallait en acheter peut-être 6 7 différentes, c'est pas les mêmes pièces, les boîtes de vitesse, les moteurs, et donc voilà, c'est un peu compliqué pour faire quelque chose de fiable et de facilement exploitable, niveau Mais ce qui est mécanique. important, c'est que le point de départ, il partait de l'esthétique, en fait. On avait fait un Mm. patchwork de bagnoles. En tout cas, j'ai fait ça à l'époque en 2015 et j'avais pris les 4-5 plus belles parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le kiff, il y a l'esthétique, il faut que ça plaise, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des voitures de course qui vont très vite, mais qui sont pas belles et je pense que le bel objet fait partie du plaisir. En tout cas, c'est mon point de vue. On est d'accord. Donc voilà, j'ai trouvé une auto qui était sympa et en fait, il en restait 3-4 à la fin. Il y avait Lotus, il y avait Brabham, il y avait tous ces constructeurs-là que les gens peut-être ne connaissent pas, qui n'existent plus, mais qui faisaient partie de l'âge d'or de l'automobile, hein. Et il y en avait un qui était basé en Irlande du Nord, qui s'appelle Crossley Cars et qui existait encore. Et je me souviens, on est allé les voir. On avait pris un avion pendant l'Euro de foot. L'avion, il était vide. Je crois qu'il amenait les supporters irlandais en France. Et du coup, comme il Mm. restait pas, il repartait. Je crois qu'on était 3 dans l'avion. Et on allait Ouais. voir ces Même le douanier, il se rappelait pas qu'il y avait un vol pour Belfast depuis Lyon, quoi. Il se posait des personnes savait qu'il y questions. avait ce vol, là. Et je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment, je m'en souviens. C'était un Pareil. bimoteur à hélice, je crois, un truc comme ça, là. Ouais. Et on est arrivé à l'usine avec ce monsieur qui s'appelait Paul, qui était le directeur de l'usine. Et puis quand on est arrivé à l'aéroport, le mec il nous a dit c'est vous là les deux pour l'école. J'ai dit ouais, c'est nous. On avait Mais pris la. est-ce qu'il savait pour l'école? Parce que toi, tu lui avais dit, non, on veut venir voir des caisses, on veut venir vous acheter une caisse, parce que c'est ce qui a fait un peu le. On a quand même eu du skin in the game, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a fait un prêt étudiant tous les deux Ouais, on a fait un prêt, ouais. Et pour. on a acheté une bagnole historique, une vraie d'époque. Parce qu'en fait, je Voilà. m'étais fait jeter par Lotus. En fait, Lotus m'avait dit ouais, mais votre projet d'école, machin, on n'y croit pas. Un spécial dédicace à Clive, on l'embrasse d'ailleurs si jamais il entend. Mais ouais, en fait, j'avais dit à Paul, qui est le directeur de l'usine, ouais, on est deux passionnés de voitures, compétiteurs, on aimerait acheter une voiture de course historique pour faire de la compète, alors qu'on ne connaissait rien, clairement. Et ensuite, une fois qu'on lui a dit, voilà, on s'engage à acheter cette voiture, je crois qu'on lui a dit sur place, on lui a présenté ensuite On est le allé projet. la voir, la voiture, Ouais, dans un petit hangar au milieu de l'Irlande du Nord. Le mec 82 ans qui avait des voitures de course au milieu de son usine de fils et de cordes et tout ça. Enfin, c'était c'est ça. En fait, n'importe dans quoi. l'ordre, on y va pour voir une voiture, je crois, pour voir juste une voiture historique qui existe déjà. On va voir la voiture, il nous amène dans cette usine de fou. Enfin, le gars, il s'appelait Tommy Raid, il avait 80 balais, il faisait voler des hélicoptères radiocommandés dans son hangar où il y avait ouais, c'était des cordes, une usine de fils, quoi, de cordes filaires, et il y avait cette bagnole posée sur
un tonneau De avec très les tôt. quatre verres et tout. Et je me souviens, quand il nous la montre, alors nous, on n'y connaît rien, on fait genre, on regarde et tout, mais on n'y connaît rien. Et on se regarde, on fait, bon, on l'apprend. Ouais, on l'apprend, on sait même pas le prix. Hein. On sait même pas le prix, on l'apprend, on y va. Ouais, on l'apprend. Et là, on fait, bon, bah, on vient de faire une bonne connerie, mais on va continuer et on va lui demander si, basé sur cette caisse, il peut pas nous en refaire des neuves pour l'idée du projet. Ça, c'était dans l'ordre, je crois. Voilà. Ouais, Mais c'est ça. effectivement, le truc, c'est que ça commençait plutôt mal. On avait pris la chambre enfin, la chambre, l'auberge de jeunesse la plus pourrie de toute la ville, je crois. On a dormi à deux dans un lit de 120 et quand le gars nous allait nous chercher à l'aéroport, il nous a dit, mais vous dormez vraiment là? Je dis, ouais, ouais, on dort vraiment là. Donc ouais, c'était vraiment le début, mais je pense que c'est ça qui est magnifique il n'y a pas que nous, il n'y a pas que cette aventure, il y en a plein, et je pense que les débuts, c'est hyper précieux parce que ça montre d'où tu viens et t'es pas obligé de commencer avec beaucoup de packages et d'expérience, faut juste y aller, quoi. Il faut y croire, et je pense que la passion, en plus, dans ce domaine-là, qui n'était pas que business, parce qu'au début, on n'avait aucune idée de ce que c'est les données, hein, clairement, on n'a pas fait d'études de marché, mais il y avait la passion, quoi. Et la passion, bah, t'as associé à notre statut d'étudiant où on était un peu faut le dire, hein, des bisounours, hein, on savait pas trop ce que c'était la vraie vie. Ben, on y allait les yeux fermés et je pense que c'est juste dingue aujourd'hui. Je pense que si c'était à refaire avec le recul, on l'aurait fait différemment, mais ça aurait été moins kiffant, quoi. Ça, c'est sûr. Non, il y a eu des belles aventures. Après, tu parles, tu vois, d'études de marché, tout ça. On s'est juste dit aussi, bah voilà, les gens veulent rouler là-dedans, il n'y a pas d'offre. Pourquoi? Bah, parce que les voitures, c'est difficile à les rassembler toutes pour faire une flotte, entre guillemets. Donc Ouais, allons c'est ça. voir quelqu'un qui sait peut-être les refaire, convainquons-le pour en refaire comme à l'époque, avec les mêmes sensations, mais plus de sécurité, espace à bord, fiabilité surtout, standardisation des pièces et tout ça. Et en fait, ce mec, bah, donc Paul, on embrasse aussi, qui court toujours en plus en championnat français et tout ça, bah, il nous a tapé dans la main à un moment, il nous a dit, bah, les gars, votre projet, j'y crois, on va faire un prototype, maintenant il faut trouver des acheteurs, quoi. Et on va se faire un échéancier, moi je peux faire, je sais pas, une voiture par mois, je crois que c'était à peu près ça. C'était ça. Le prix était aux environs de 40 000 euros, C'est quelque ça. chose comme ça. Voilà. Et ben nous, on n'avait pas de réseau, ou très peu, on n'avait pas d'argent, et il a fallu Zéro. trouver des gens. Il a fallu trouver des clients pour les voitures parce qu'en fait, on n'allait pas les acheter nous-mêmes avec la banque parce que c'était complètement fou. Déjà qu'on venait de faire un prêt bancaire pour acheter une bagnole, alors t'imagines de dire à la banque, bah, finalement, on va faire un prêt pour acheter 10 caisses et on n'a pas de business model et on n'a pas de clients et la marque, elle était même pas immatriculée, la boîte, quoi. Mm. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tu vois, on processise tout, on cadre tout juridiquement. Nous, en fait, on a fait jouer la confiance. Après, c'est à ses limites, mais ça a permis d'aller vite. Et c'est ça, en Il fait, y on a avait une été. grosse insouciance d'étudiants, hein, on Ouais. va aussi quand même se le dire, et Mais c'est bénéfique. aujourd'hui, quand tu mets des choses en place, ça prend 6 mois, un an. Là, je pense qu'en 4 mois, on a mis l'équivalent de un an et demi de boulot en 4 mois, quoi. Genre, c'est allé super vite. On avait le proto, on avait la marque, on allait chercher des partenaires et on s'est retourné, mais surtout, mais vers la première personne qui pouvait nous accompagner pour acheter une voiture, c'était mon patron chez AGS et en fait, qui s'appelle Patrick de Broby. Et c'est lui qui a financé la première voiture. Ensuite, la deuxième, ça peut durer longtemps, mais chaque voiture a une histoire particulière et c'est des personnes qui ont cru au projet. Et ça encore, il n'y avait pas de logique économique. Il y avait la logique du projet, une logique passion et de concrétisation du Mm. produit surtout. Voilà. Ouais, il y en a deux ou trois, c'était par la presse. Ensuite, c'est du réseau d'amis. On a un peu secoué bah, tout notre carnet d'adresses qu'on avait à l'époque. Moi, je travaillais du coup chez Caterham. Après, j'avais fait un stage de 6 mois. Donc, Caterham, c'est une société qui importe des voitures d'Angleterre et qui organisait le championnat de France de cette catégorie-là, avec Vincent Beltoise, qui était un ami aussi de l'école et qui est un Ouais. neveu de pilote de F1, enfin, avec un peu de réseau aussi. Donc, on s'est débrouillé pour essayer de trouver du monde. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a trouvé un circuit au milieu, parce que, bah, comme tu parlais d'esthétisme tout à l'heure, hein, dans le kiff et tout ça, on souhaitait quand même aussi, c'était ton souhait, je te rejoignais à 100% dessus, d'avoir un circuit qui soit quand même un minimum lié à cette histoire de l'âge d'or de l'automobile, pour justement avoir une cohérence un peu partout, quoi. Et après, on parlera Ouais. peut-être bah, entre guillemets, du décor, des tenues, tout ça. Mais c'était les deux piliers, quoi. Les voitures, c'était bon, il fallait les financer. Et ensuite, le circuit. Donc, charade. Vas-y, je te laisse peut-être Ouais, continuer là-dessus. le terrain de jeu, en fait, c'est le terrain de jeu hein, qui était intéressant
Et surtout, il était central. Et puis, nous, on n'avait aucune attache à l'Auvergne. On connaissait pas. On y allait vraiment pour le circuit. Et quand on est allé là-bas, Mm. bah, le lieu était incroyable. On est tombé sur le charme du lieu. C'est très naturel. Je pense que ça fait partie des derniers circuits historiques en Europe. Mm. De Maintenant, montagne, du coup. de montagne, il est dans des montagnes, il fait 4 kilomètres de long, l'environnement est magnifique, hein. C'est vraiment très chouette, Charade, et ça avait une renommée internationale. Donc, bon, je dis pas qu'on était hyper ambitieux, mais on avait envie que les gens du monde entier viennent faire ce projet-là. Et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est génial. Et le circuit fait vraiment partie du kiff. Donc, après, on s'est dit, on va pas faire que le circuit. En fait, on avait un peu pris tout ce qui marchait, qui représentait peut-être 10% de notre projet. On avait surtout dit, on fera pas ce qui marche pas ou qui représentait 80% de ce qu'on avait pu voir ailleurs. Et on a créé un espèce de, ce qu'on appelle le lounge, c'est un espèce d'environnement directement sur la pit lane des stands avec du parquet, des vieux meubles et tout. Et ça, c'est génial. Pour le coup, ça, c'est le décor, quoi. Voilà. Et Qui ouais, contribue à parce la qu'on s'est lumière. dit, Hmm. oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on avait quand même une grosse passion pour l'automobile. On avait fait, je pense, des petits stages de pilotage où on a justement écouté des gens qui avaient fait. Toi, je crois que tu avais piloté peut-être au Laquais. Moi, j'avais piloté ou été en passager à Alès. Enfin bref, on connaissait un peu le milieu. Et en fait, tu remarques vite, sans les critiquer, c'est juste que c'est un autre modèle que la plupart des stages de pilotage, écoles de pilotage. Voilà, ça fait la part belle, certes, peut-être à la voiture et à parfois une expérience qui est super exceptionnelle pour certaines personnes. Donc, bah, il y a plein de détails qui ne sont pas adressés, on va dire, par les patrons et chefs d'entreprise de ces sociétés. Donc, certes, c'est une bonne expérience quand tu le fais, mais bon, ça dure très peu de temps, ça dure pas la demi-journée ou la journée, les accompagnants sont un peu mis de côté, le buffet qu'on te sert, c'est du vieux café, peut-être en thermos et des pas très bons croissants. Voilà, bon, c'est pas l'idéal pour faire une belle expérience, surtout comme tu le disais, bah voilà, si nous il faut se déplacer jusqu'à Clermont, on a quand même une certaine ambition de qualité de prestation, donc on s'est dit voilà, il faut mettre le tout bout à bout et le décor c'est super important quoi et Charade en fait c'était la folie parce qu'on a pu quand même moi je repense à ça des fois quand même on a construit excusez-moi un putain de salon vintage avec des canapés de Chesterfield une desserte de bar des vestiaires et tout ça dans les garages en bord de piste parce que le circuit avait très peu d'activité à cause de normes de bruit tout ça juste pour préciser donc on s'est dit bah est-ce qu'on peut le faire là en fait et les mecs nous ont dit bon bah en fait ouais et c'est juste, au niveau immersion, c'est juste fou, quoi. Je te laisse En fait, peut-être. aucun circuit, aucune structure dans le monde n'a ça. C'est-à-dire ils ont pas en fait un lieu comme ça directement sur la pit lane parce ils ont des contraintes de location auprès des promoteurs, des choses comme ça. Et nous à l'époque, ça n'était pas. Et je pense que ça fait partie de l'identité aussi du circuit, ce petit lounge à notre humble niveau, mais ça fait partie du patrimoine en fait, qui est un clin d'œil aux années 60, qui aujourd'hui représente la légitimité qu'a ce circuit-là. Et nous, on a surfé là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on a pris un peu ce qui se faisait de mieux partout en termes de plaisir. Quand tu prends un bon petit déj, t'aimes bien avoir ça, ça, ça. Bon, on s'est dit, bah, nous, il faut qu'on ait ça. Les autos, elles sont belles quand elles ont peu de sponsors avec des belles couleurs d'époque. On s'est dit, on va prendre les meilleures couleurs, on va faire pareil. Le circuit, c'est un toboggan, c'est un grand 8 et tout. Bah, allez, l'environnement, il est top. Et les combis d'époque, tu sais, quand tu regardes un film comme Grand Prix ou comme Rush, tu vois, les mecs, ils sont avec les tenues et tout, genre Le Mans avec Steve McQueen, on s'est dit, wow, on va reprendre les mêmes, tu vois. Et ce qui est génial après, c'est que quand Mais tu prends neuf du une coup. photo, ouais, neuf, évidemment, On a neuf. trouvé des rétro-like, quoi, enfin des Ouais, inspirations. ouais, exactement. Et après, quand tu prends une photo, bah nous, notre référence, c'était ce qu'on appelle Goodwood. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand festival au monde, je pense, autour de la voiture ancienne. C'est une grande fête et t'as pas que les Le potes. revival, du coup. Ouais, le Goodwood Revival. Et nous, on s'est dit, on va faire un mini Goodwood dans un cadre qui, je pense, vaut deux fois celui qui est de Goodwood. Donc, l'environnement est plus chouette, mais avec les mêmes détails. Et surtout, il faut que en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est quand les gens viennent et qui nous voient en vrai, ils nous disent, mais en fait, vous êtes sympa. Bah, alors c'est normal, quoi, tu vois, mais je pense que ouais, il y a une petite appréhension, tu vois le produit. Je pense que la bagnole de course, c'est pas un truc qui semble très accessible. D'une part parce qu'économiquement ça coûte un certain prix, mais je pense que la mentalité est très, voilà, c'est particulier quand tu t'es pas dans ce milieu et tu sais pas à quoi t'attendre. Et je pense qu'on a apporté avec le fait qu'on n'était pas du tout en fait dans ce milieu à la base.
mais une petite dose de naïveté, de sympathie, à la fois de sérieux, mais qui reste hyper naturel. Et on a fait ça, je pense, dans l'ordre. Et je me souviens de notre tout premier client. Hein, c'était incroyable. Benoît. On a fait une campagne de crowdfunding, je crois. Ouais. On avait même mis des bagnoles dans le truc, je crois. Et puis on avait vendu les premières places. Et je crois que la personne qui a acheté la première place, elle est toujours là aujourd'hui. Elle fait de la course avec nous. Elle a acheté une voiture et c'est venu comme ça. Il y a certaines des personnes que je voyais rouler dans les plus grosses courses historiques quand j'étais petit, j'avais 12 ans, qui aujourd'hui nous ont rejoints dans le projet. Donc ouais, c'est assez fédérateur. C'est assez fédérateur. Et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, bah, on a des atouts là entre 2020 et cette année, là, bientôt 2024, on a amélioré pas mal de choses parce qu'il fallait quand même processer. Mais le plus drôle, je crois, c'est quand on a fait rouler les voitures pour la première fois, Morgane, on n'avait aucune idée de ce que c'était un setup de bagnole. On se dit, bon, les bagnoles, elles arrivent de l'usine et sont prêtes, mais il n'y avait rien de prêt. Et les mecs, on les a lancés comme ça, et c'était open bar, quoi. Ça enroulait, ouais, c'était On en assez a fait des drôle. conneries hein, avec le bruit aussi, parce qu'il y avait une limite de bruit, il fallait Ouais, ouais, qu'on ouais, on en a fait modifie un des paquet, ouais. choses. Bah, je me souviens, on mettait l'espèce de laine de fer dans les pots d'échappement, on bourrait comme des fous pour que ça fasse le bruit. Après, on a compris qu'il fallait faire les trucs un peu plus sérieusement, mais je me souviens même en fait, pour resituer un peu dans l'ordre chronologique, donc on a commencé à cette structure-là, et même avant qu'on fasse rouler les voitures de l'école, on s'est dit, on va faire une course. Avant même, je crois que la Mm. course elle était en mars et nous on inaugurait l'école en juillet 2017. Et on a fait la course avec cette fameuse voiture qu'on avait achetée avec notre prêt étudiant. Je me souviens, on est allé la stocker chez AGS dans le sud. Ils nous avaient prêté une remorque de 2,50 m qui devait faire une tonne 5. On l'avait mis derrière le Scénic de ton père qui était genre comme ça en PLS, tu vois. Ouais, parce que nous, on n'avait pas le permis remorque, c'est On mon n'avait père qui rien, on n'avait conduisait. rien du tout. Donc c'est ton père qui, Jean-Claude, que j'embrasse, qui nous avait amené. On s'est planté sur le circuit, on connaissait personne. Les mecs, ils nous ont vu arriver avec la bagnole et on avait juste une tente, je crois. On avait juste la tente. On n'avait même pas une servante, on n'avait rien. Et je crois qu'on a eu tous les problèmes du monde et Ouais. genre réservoir d'essence fissuré, tous ces trucs-là. Mais on s'est quand même bien marré, on s'est pas mal défendu quand même sur cette course-là. Après, Et ce que tu dis là, tu vois, il faudra qu'on revienne un peu sur l'expérience qu'on faisait vivre aux gens, quand même, qu'on la détaille un peu pour les petits détails, ouais, je trouve ça intéressant. Mais c'est beaucoup une histoire de réseau et après de passion, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on était, je pense, tellement communicatif sur ce qu'on voulait faire et tellement insouciant, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont pris pour des complètement fous, parce qu'à l'époque, je sais pas, ouais, moi j'ai démarré, j'avais 20-21, toi 21-22, ouais, c'est ça. euh, 21. les Toi mecs, t'avais 20, moi j'avais 21. vous avez pas de réseau, enfin vous, vous êtes fous les gars quoi. Mais nous on s'est dit ouais, mais c'est pour ça qu'on le fait quoi. C'est parce que c'est le moment, il n'y a pas de femmes, pas de gosses, rien, on sort d'études et let's go quoi. Ouais, Et je me bon, rappelle, c'est quelqu'un qui t'avait dit ça. C'était oui, c'était Bruno d'ailleurs, c'était mon ah oui, mentor au début. Il m'a dit, bah écoute, est-ce que t'as une femme? Je dis, bah non, pas encore. T'as des gamins? Bah pas encore. Est-ce que t'as une maison à payer? Non, bah il y a pas de risque. Vas-y. ouais, Et puis si tu te plantes, tu te plantes, mais au moins t'auras essayé. Et je pense que bah, c'est un peu ce moment. Il y avait ça qui m'a vraiment marqué. Puis il y avait aussi une autre phrase qui est toujours restée en moi. Il m'a dit, voilà, ce qui est important, c'est les gens que tu vas rencontrer, et c'est important que ces gens-là soient les bonnes personnes au début, parce que les gens bien t'amèneront vers les gens bien, et les gens moins bien t'amèneront vers les gens moins bien intentionnés. Et je pense que, comme on était jeunes, et on l'est toujours d'ailleurs, heureusement, les gens nous ont aidés en fait. Et je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment important au mm, début, et c'était que de l'aide au début, c'était de l'aide, mais comme le projet était génial, ben, les gens ils y allaient, tu vois, bénévolement, ils venaient nous aider. On peut saluer nos amis Mathieu, Arnaud et Flo qui étaient à Clermont, on dormait dans leur salon. Parce qu'on n'avait pas d'appart à Clermont, on faisait les allers-retours entre Lyon et Clermont. Et ouais, mais ça sortait de nous. Après, il faut aussi le dire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Hein. ah bah Le soir, on se levait, on se faisait des réunions, je crois, à 7 heures du mat. Et quand toi, tu étais en stage dans le sud, moi, j'étais en stage à Paris. Chez Cartier, je crois que après le boulot, à 18h30, on se connectait de 19h à minuit. On t'a fait en visio, quoi. ouais, ça c'était pour Et, construire le truc en 2016. Ensuite, on a ouais, fait 6 mois de projet de fin d'études, mais c'était notre boîte. On a eu de la chance de pouvoir négocier ça avec l'INSA. Donc, on bossait sur notre propre boîte pour finir notre diplôme d'ingénieur. Je crois qu'on ouais. a le seul diplôme génie mécanique de l'INSA, option entrepreneuriat. Ils ont fait un truc spécial pour nous. On avait négocié. C'était un truc de fou, quoi, aussi. Ah, d'ailleurs, il faut les remercier parce que moi, je suis toujours un petit peu à l'école et
l'école nous avait permis de remplacer en fait ce fameux projet technique de fin d'études qui devait se faire dans un labo. Et en fait, on a été, je crois, les premiers de l'INSA Lyon à remplacer ce projet de fin Ouais. d'études qui s'appelle le PFE par notre propre projet événementiel et qui avait rien à voir avec la technique en fait. Et ça, je pense pas au début, mais ça commence à se mettre en place des initiatives d'incubateurs, de locaux Il y avait un partenaires, truc, mais entrepreneurs. c'était C'est ça. pour de l'idéation. C'était pas pour de la Ouais, création. En fait, c'était la filière étudier entreprendre où tu allais pour justement trouver peut-être des idées, s'associer avec d'autres personnes. ouais, Mais nous, en fait, on leur disait, mais les gars, tout est nous, prêt. on va être prêt en juillet, on est diplômé, mais en juillet, on ouvre, nous. Il nous faut 6 mois pour. Ça, C'est pas, on est en train de vendre des voitures. on veut juste du temps en fait. On avait besoin de Ouais, temps et du coup, je crois que c'est avec l'université Lyon 1, on avait intégré Bilis et on avait incubateur. fait le diplôme enfin diplôme étudiant entrepreneur, je crois. C'était ça, statut Les deux œufs, étudiant ouais. entrepreneur. Et ça nous avait permis avec l'INSA de pouvoir justifier qu'on faisait pas ce projet technique, mais qu'on leur donnait des updates tous les mois sur la mise en place de notre projet. Et on remercie d'ailleurs les directeurs de l'époque, hein, c'était Eric Morin-Com qui avait été assez d'un bon soutien pour le projet. Voilà. D'ailleurs, il Yes. avait conduit la voiture lors d'un événement sur l'INSA, sur le 60 ans de campus. l'INSA. On avait amené la voiture sur le campus, puis il rentrait pas dedans, puis il n'avait pas démarré. Enfin bref, Ouais, c'était un c'était peu chaotique, mais on s'en est sorti, on s'en est sorti. Ouais. Et donc, ouais, juste pour recentrer, même si parce qu'on pourrait remercier, à mon avis, pendant 2 heures et demie, tellement de monde, pour recentrer sur l'expérience qu'on faisait vivre aux gens. Donc là, on arrive mi-juillet 2017, donc on fait une inauguration, un peu soirée de gala avec pas mal de monde. Et là, ça y est, ça part, quoi, un peu, pas mal de presse aussi. On s'est débrouillé pour avoir beaucoup de magazines, de télé et tout ça. ouais, Et ouais, moi, j'ai envie de focus sur le fait que ce que j'ai adoré dans cette expérience, donc que j'ai fait pendant quasi 4 ans, c'est on faisait les choses différemment et ça se sentait en fait. Comme tu disais, voilà, ah vous êtes sympa et tout ça. On avait des valeurs. Moi, je me rappelle toujours de ce côté simplicité, convivialité, authenticité, de ouais. dire en fait tu Toujours la viens pour passer un bon moment en fait quoi. Tu vois, ça c'est vraiment le truc. C'est pas tu passes un bon moment que tu sois le pilote ou la pilote, l'accompagnant, l'enfant. On essayait en fait de choyer tout le monde donc sur ce même lieu en bord de piste avec 7 voitures au début. Maintenant, tu en as combien? 10, 12? 14, on a. Ouais, À 14 voitures. 14. Avec la biplace aussi pour les baptêmes, tout ça. Plus Ouais. monoplace et une biplace. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, avec pas mal enfin, peu, mais assez de voitures au début, et puis petit à petit, ça a monté. Donc, des groupes de plus en plus gros, des instructeurs de pilotage qui, justement, étaient vraiment là pour apprendre à piloter aux gens et les faire progresser. C'est pas juste, tiens, tu fais tes tours et ensuite tu t'en vas. Non, il y a une vraie progression sur la demi-journée ou la journée, un vrai suivi. Tu as je sais pas comment on peut appeler ça, des hôtes et hôtesses, entre guillemets, dans le lounge, du coup, qui sont là pour toi, pour te servir le café, pour discuter, pour t'amener au bord du circuit, pour te faire vivre une bonne expérience. On met de la musique vintage, on a tous les petits chauffages et tout ça si jamais il fait froid. Tu as une expérience en fait qui est complète. On est aux petits oignons. Ouais, Ça, c'est de c'est l'hospitality en fait, comme si tu étais en fait, si tu veux, sur un circuit de F1 ou dans un événement sportif ou dans des loges, quoi, entre guillemets, où tu as, tout un service. Ben, nous, on a un peu copié ça pour essayer d'être au niveau et de se dire, ouais, bah, en fait, tu viens pas que faire tes 3 tours sur circuit, parce que déjà, c'est minimum 13 chez nous. Voilà. C'était au moins 50 bornes sur la piste, donc avec un positionnement qu'on assumait, de se dire, tu viens piloter beaucoup. Parce que bah, sinon, en fait, déjà, la voiture, tu n'arriveras pas à la comprendre et ton expérience, elle va pas être bonne. Et voilà. Et en plus de ça, et après je te laisse continuer, tu es dans un environnement, une sorte de être dans une cocon, bulle. tu vois. Ouais, Hmm. dans une bulle qu'on te met pour justement vivre ces sensations des pilotes de l'époque avec tout un accompagnement qui est juste ouf, quoi. Il y avait nos stagiaires, nos alternants, nos collaborateurs, mécanos, les instructeurs, tout le monde était un peu au diapason, et il l'est toujours, j'imagine, Hmm. pour faire une belle expérience. Et ça s'est traduit sur Google et autres sites d'avis avec des avis dithyrambiques. Et ça, c'était le plus grand en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, c'était un des plus grands plaisirs de voir que les mecs, les Pareil. nanas qui venaient, ils t'envoient des avis. Toi, tu as 23 piges, tu te dis, putain, ça y est, enfin, on a quand même fait vivre des choses. Tu vois, tout le travail qu'on a fait, bah, il se matérialise par une vraie valeur ajoutée pour ces gens. Bien sûr. Et en fait, ce qui est important, je tiens à le dire, alors au-delà du côté économique, c'est la diversité des profils.
Et en fait, tu arrives à rassembler, parce que dans le kiff du truc, c'est que les gens se rassemblent et partagent entre eux leurs anecdotes, d'où ils viennent. Et tu as à la fois la personne qui a vraiment tout mis de côté et qui a passé une super journée, et la personne qui a, on veut dire, des moyens quasiment illimités qui vient, mais qui retrouve dans ce petit truc qu'on a créé de notre côté quelque chose qu'il a jamais vécu ailleurs. Donc tu proposes quelque chose de nouveau, et je pense que la nouveauté, dans une société où il y a beaucoup de choses qui se standardisent, tout va très vite, tout est digital et des outils qui sont assez pratiques, mais je pense que la proximité, c'est le nouveau kiff maintenant. Le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face, de partager un moment avec lui et autour d'une activité, tu vois. Parce que dans le service client, aujourd'hui, quand tu vois, moi, j'arrive toujours après la SNCF ou les choses comme ça, mais t'as personne en face, tu vois, c'est des grosses structures, etc. À nous, l'expérience, c'est un peu le prolongement d'une personnalité, et ça se sent. Et c'est pareil quand tu vas avoir un one-man show, en fait, tu vas pas, il y a une équipe derrière, mais si tu veux, tu as le prolongement de la personnalité de la personne qui te fait marrer, et tu te dis, ouais, c'est génial. Tu vois, on a été voir Maxime Gasteuil il y a pas longtemps. Il faudrait que tu l'aies sur ton truc, il est génial ce mec. Et ben, t'es mort de rire, quoi. Et surtout, tu t'oublies un petit peu ton environnement, je dirais, quotidien. Et je pense que c'est ça qui est dans le plaisir, c'est d'arriver à... t'as le plaisir quotidien et puis t'as le plaisir un peu exceptionnel que tu dis, je vais essayer de faire ça ben, quand je peux. Et je pense que ouais, la proximité avec les gens fait que tu passes un très bon moment. Voilà, ça c'est Ouais. important. Mm. Si je peux rebondir là-dessus, moi, un truc que tu vois que j'ai toujours au fond de moi et c'est vraiment, c'est limite ce que je garderai de plus et là, dans mes nouveaux projets, c'est ce que je suis en train enfin, j'ai envie de mettre l'accent dessus, c'est que ça va peut-être faire bondir des gens qui sont dans le process du service client ou en tout cas, c'est comme dans les call centers où tu as des réponses un peu prédéfinies. Nous, il n'y avait pas de réponse prédéfinie, on s'adaptait à chaque fois au groupe et toute situation, en fait, on essayait de mettre le client au centre, de se dire des fois, tu sais, peut-être c'était notre faute, tu vois, on avait mal préparé quelque chose ou il y avait quelque chose qui se passait mal sur une voiture et tout ça. C'est pas grave, on rogne un peu de marge parce que le client, il faut qu'il soit content, quoi, tu vois. Sûr. Non, mais Ça, c'était un truc super important. Ok, on t'offre un baptême, on se démerde, quoi, entre guillemets, pour que tu passes un bon moment ou en tout cas qu'on rattrape s'il y a eu une erreur de fait ou juste s'il est un peu pénible, bah ok, on essaie d'arrondir les angles parce que c'est arrivé des fois. Mais toujours le client, le client, le client. mais je pense Et que je ça te se coupe, perd. mais dans ces, alors peut-être pas, mais dans ces, parce que ça reste une entreprise, mais tu as des étapes en fait dans cette entreprise-là. Donc en fait, faut pas chercher à tout prix la rentabilité économique au début. Il faut qu'elle soit prévue dans le temps, dans la vie de l'entreprise, mais au début, c'est surtout le retour positif des gens. Et ça, si tu l'as pas, t'as beau avoir le business plan le plus rentable du monde, mais si les gens Mm. accrochent pas, bah ça suivra pas. Donc nous, c'était un peu l'inverse, c'était de se dire, on voit déjà ce qu'on peut faire avec le produit, et quand les gens ils sortent tous avec la banane et tout, enfin, je revois des photos, ils viennent en famille, et les petites filles, tout le monde est tout. Ils passent vraiment un bon moment, c'est top. Que ce soit des pilotes pro ou des gens qui connaissent rien, c'est ça qui est chouette. Et en fait, on a commencé par là, et ensuite, après, on a rétabli un peu le modèle sur quels sont les chiffres, etc. Mais la base, elle part d'un ressenti, en fait. C'est le Mm. ressenti qui est important. Après, tu construis le produit autour du ressenti, tu essaies de mettre un peu le curseur sur, ben, si jamais là, quelqu'un est pas satisfait, ça c'est hyper rare. Je crois qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui était pas satisfait, même depuis le début. Hein, et ça c'est Mm. vrai. Mais on a quand même prévu le truc. Bah, si jamais voilà, si c'est notre faute, par exemple, le mec, je sais pas, il tombe en panne d'essence parce qu'on s'est planté sur, ça peut arriver sur le Ouais. calcul des C'est de trucs. l'événementiel aussi, hein. Donc des fois, il y Ouais. a de l'imprévu, de la Tu reviens. météo. Il n'y a pas de conditions générales contraignantes, tu vois, parce que Ouais. ça, c'est ce qui fait peur aussi. Ouais, les CGV, si on a souvent la question, s'il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, s'il fait pas beau, venez quand même, on va voir. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, vous reviendrez plus tard. Fini. Ouais, je me rappelle, Ouais. il y a eu Mm. on avait fait un séminaire avec, bon, je sais plus la boîte, on va pas le dire, mais ils étaient venus. Au final, c'était détrempé. On avait fait des choses sur le parking en Ouais, ouais, bas, ouais. et au Ouais, final, après, bah, c'est du coup, on les a fait revenir. Ouais, c'est cette mais du même coup, boîte. on a dû improviser, quoi. Mais encore une fois, Ouais, avec le client au centre, de dire, tiens, on essaie de vous faire vivre la meilleure expérience possible qu'on peut, mais on se démerde, quoi. Et c'est ça qui, au final, était bien, tu vois. Et je pense qu'il faut garder ça, de se dire, bah, tu essaies de faire vivre le meilleur truc aux gens parce que la légitimité dans ce milieu, elle n'était pas acquise, hein. On était personne là, aujourd'hui, bon, tu as continué, tu es beaucoup plus quelqu'un et je le vois et je t'en félicite. Euh, mais ça, c'est beaucoup de travail et c'est justement,
comment dire, comme tu disais, quand certains pilotes un peu plus pro ou des gens habitués de ce milieu venaient et commençaient à voir qu'on faisait quelque chose de bien, c'était quand même une belle récompense pour nous, quoi, parce qu'il y a des gens, et après je te laisse continuer. Je me rappelle très bien quand on vendait, quand on essayait d'acquérir des clients, mais ils regardaient 2017, 2018, et ils ont mis 2, 3 ans à venir avant de savoir, ah ok, Mm. vous êtes encore vivant, c'est sérieux, et tout ça, quoi. Mais c'était marrant à voir, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Et puis, ce que je trouve le plus fabuleux dans tout ça, on a peut-être des. Moi, j'avais des gens, je les vénérais, quoi. Des pilotes, des mecs de l'endurance, en F1 Eco. Et quand ces mecs-là, ils viennent et ils t'appellent en disant, je veux venir faire votre truc, tu te dis, waouh, c'est génial. Enfin, c'est comme si tu joues au tennis et que t'as Roger Federer qui te dit, ouais, mec, j'ai vu ton truc, j'aimerais venir taper la balle avec toi, quoi, tu vois. Ouais, c'est top. Et ça, aujourd'hui, bah, faut aussi des fois se dire, bah, on a réussi à faire ça. Et je pense que c'est un projet qui aujourd'hui, voilà, c'est concrétisé, devenu une vraie entreprise. Mais les personnes derrière, les personnes qui viennent, les personnes qui en parlent, et le bouche à oreille, je pense que c'est vraiment la clé là-dedans. Parce que on n'a pas des gros moyens marketing. Aujourd'hui, quand tu veux être visible parmi beaucoup de boîtes qui font la même chose, bah, t'as pas 15 000 solutions. Faut payer pour de la visibilité. Il faut développer tout le temps, te renouveler ton SEO et tout. Et comme le produit était un peu atypique et différent, et on se posait souvent la question, mais pourquoi personne n'a fait ce truc, quoi? Bah, parce que bah, faut être un peu fou pour le faire au début, quoi, et pour partir de zéro. Donc, ouais, on Il y a a. des gros coups. Il y a des gros Ouais. coups, faut Mm. le faire démarrer, il faut faire beaucoup de dates et du volume, du coup pour faire de la marge et du coup payer les salaires, tout ça. Mais au final, après, Ouais, et si tu prends pas le puis risque, personne faut le être fait. réaliste. Il faut être réaliste. En fait, l'objectif, c'est est-ce que je veux vraiment faire un truc qui marche super ou je gagne ma vie, ou est-ce que avant tout, j'essaie de vivre des moments incroyables qui vont faire grandir et qui vont faire grandir l'équipe et on prend le temps et ensuite on voit ce que ça devient. Je pense que ouais, plus la deuxième approche, de prendre le temps et de tester les choses. Il faut tester les choses. Et aujourd'hui, ouais, c'est ce qui est fabuleux. C'est des fois, il faut aussi penser un petit peu à soi et à nous, mais on a vécu des moments, je pense, dans cette aventure-là qu'on n'aurait jamais pu vivre si jamais on aurait fait autre chose et qu'on gagnait 3 fois mieux notre vie. Ça, c'est vrai, ça. Je me souviens, hein, on s'est retrouvé dans un truc. Non, excuse-moi, il y a un truc sur la caméra là. Voilà. À un moment, on avait été invité, je crois, par des personnes, on sait même pas qui c'était, à faire du pilotage sur glace en Norvège, C'était au tout début. qui avait rien à voir avec notre truc, mais on était, ouais, on va travailler ensemble, on vous invite à voir le truc en haut. On s'est retrouvé à faire du pilotage sur glace. Ça s'appelait Ah, J-Lo, je crois. D'ailleurs, on se les gelait ouais, vachement en Norvège. en Norvège, Je mais me rappelle encore. on n'avait même pas posé une voiture sur le circuit. On était déjà invité à faire ce truc-là là-haut. C'était marrant, quoi, tu vois. Ouais, parce que les mecs, ils voulaient bosser avec nous. Et au final, ça l'avait pas fait. Mais on a fait Mais, ça. On a été invité au Grand Prix de Monaco. ouais. On a. Mais Je le me truc rappelle. le plus drôle, je pense qu'il m'a plus marqué, et je pense que les gens aiment bien les anecdotes, c'est toi, je crois que tu étais à Alès, moi j'étais à Paris, c'était pendant qu'on était en stage, et on devait recevoir des Anglais, d'ailleurs c'était eux, pour leur monter un truc avec des protos sur le circuit de Ah oui. Villeneuve. Voilà. Alors, les mecs, ils nous disent, on vient, on leur dit, voilà, on a les contrats, on a tout, on n'avait rien, mec, on n'avait rien. Donc les gars, on sait qu'ils atterrissent tel jour et qu'ils sont au circuit tel jour. Moi, je crois que la veille, je prends un train Paris-Marseille. Toi, tu fais Alès-Marseille, tu me récupères à la gare Saint-Charles, je crois. On va chez ton frère. On dort chez ton frère. Et je mets la voiture sur un putain de place de marché. Alors en fait, Et ouais, le c'est ça. lendemain, il n'y a pas de voiture. Alors, on laisse la voiture parce qu'il n'y a pas de place à Marseille. On voit qu'il y a une place là sur une place avec plein d'autres bagnoles. Il y avait plein de bagnoles. On se gare, on va dormir chez mon frère. Pareil, il y a deux dans un lit. Et je crois on tape le contrat. Même pas lu par un avocat, on le tape, on le fait sur un ordi. On le valide à 3 heures du mat. On se lève à 7 heures et là, on descend. Il n'y a plus la caisse. Il n'y a plus Il y la a un caisse. marché. Il y a le marché. Donc là, on se dit, bon, bah, écoute, ouais, on appelle la fourrière. La fourrière nous dit, on a la bagnole. Et là, on fait, bon, comment on y va? Et les trains, pas possible. Et là, je crois que tu commandes un Uber. Ouais. Le 120 mec, on lui euros, je dit, crois. ouais, on lui dit, bon, faut pas qu'on lui dise qu'on est jusque là, on va mettre un point au milieu, tu vois, histoire que quand on y est, on lui dit, bah, faut continuer, tu vois. On avait fait ça, on trouve un Uber, je crois il y avait 110 bornes à faire, quoi. Ouais, Ouais. c'était long, 1h15. 1h15 euros. 1h15. On arrive là-bas, le mec, on lui dit, voilà, on vous complète en argent liquide au milieu, tu vois, on avait genre 30 balles qui traînaient, on lui file, voilà, vous continuez, vous nous déposez au circuit.
Là, les Anglais, ils étaient pas encore là. On arrive juste avant. On rentre dans l'accueil. Moi, je connaissais encore le code de l'ordinateur parce que c'était là où j'ai fait mon stage en fait, qu'on leur donnait rendez-vous. J'ai imprimé les contrats. Toi, t'es allé voir la sécupiste pour ouvrir la piste. Et puis quand t'es revenu, j'ai sorti le contrat du truc. Les mecs, ils sont arrivés, quoi. C'était mais n'importe quoi. Ouais. Et ils ont signé. Ils ont signé le contrat. Ouais. Et après, on est Ouais. reparti en train. On a récupéré la voiture à la fourrière. Enfin bref, c'était une grosse journée qui nous a coûté de l'argent, mais après qui a ouvert d'autres trucs, quoi. Et Ouais, après, non, mais c'était je me génial. souviens aussi juste pour dire un peu pour les anecdotes d'entrepreneurs par rapport à cette envie de faire kiffer les gens. C'est-à-dire, on allait jusqu'au bout du truc, quoi. Et mon pauvre père, qui a conduit la remorque, on a récupéré une remorque à Roanne. On est allé chercher la voiture à Clermont-Ferrand avec un canapé, tout ça. Ensuite, on est monté à Spa en Belgique Entre-temps, on allait pour chercher un Spa. camion qu'on a acheté la veille pour tracter la remorque et pour mettre Ah les trucs oui, dedans. Et et ouais, oui, c'est ça, je suis descendu à Avignon, ouais, parce que le cousin de ma mère, il vendait des camions, donc on a acheté le camion avec un prêt de la banque, on est monté à Roanne chercher la remorque, Clermont, Spa en Belgique, c'est mon père qui conduisait, nous on n'avait pas encore le permis, on a fait Spa classique pour faire pas mal du coup de relationnel, ensuite on est redescendu, on est arrivé à 3 heures du mat, mon père il était exténué, parce que c'est lui qui conduisait, on a dormi aux premières classes à Clermont-Ferrand, parce qu'on avait un shooting à 8 heures du matin, le lendemain pour Clermont Magazine ou je sais pas quoi. Enfin, on en a fait des trucs, mais au final, on était tellement à fond et c'est ce qui a permis de monter l'aventure, ah ouais, quoi. on avait un agenda, mais on faisait des trucs genre en 48 heures. Aujourd'hui, tu te dis même pas en une semaine, on le planifie, quoi. Faut prendre le temps, faut vérifier que tout est bon. Ouais, on en a fait des bornes, mais après, Ouais, quand tu commences à construire une vie de famille et tout, faut faire attention. Après. Mais ouais, c'est la beauté d'entreprendre jeune. Ça, c'est un message à faire passer, hein. C'est, les gars, vous avez 20 ans, allez-y. Et par mm, contre, faut jamais prendre les gens pour des cons. Ça, c'est hyper important. Faut toujours tenir tes engagements et quand tu vas avec quelqu'un ou quelqu'un de soutien, bah, tu sais qu'il y a une possibilité que ça fonctionne pas. Mais nous, on n'a jamais pris les gens de haut et on leur a toujours dit, voilà, on n'a pas de quoi vous remercier tout de suite, mais on pourra le faire plus tard et on le fera. Donc ça, mm. c'est super important. Ouais, super important. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a une place pour rejoindre la thématique de l'échange. Aujourd'hui, il y a une place dans l'entertainment, l'événementiel, où t'es pas obligé de faire des trucs immenses, géants, avec des milliers de Mm. personnes. Tu peux faire des choses assez, je sais pas si intimiste c'est le mot, mais en comité réduit, et ça reste quelque chose qui reste gravé là, quoi. Tu vois. Et C'est quand t'as des l'expérience au personnes, fond. ouais, c'est Faut, faut, l'expérience. faut, faut penser l'expérience du client, de l'invité, de se dire en fait c'est lui qui doit être le centre de l'attention et tu dois lui faire vivre quelque chose qui va, enfin j'espère pour lui, qui sera inoubliable ou en tout cas très important, quoi. Et puis il y a un point important, c'est que nous, on se force pas du tout en fait. C'est naturel chez Mm. chacun des personnes de l'équipe, que ce soit Coraline, Pierre, Léo, les instructeurs, l'équipe mécanique. En fait, on est tous nous. En fait, tu vois, on joue pas un rôle, on n'a pas poker face, tu vois, en disant faut faire Mm. attention. Non, on est nous. Et puis, je pense que ça met à l'aise. Ça, c'est hyper important. Parce que dans la phase du kiff, avant de kiffer, faut être à l'aise. Tu vois, donc tu es à l'aise. Et puis ensuite, tu apprends à connaître l'environnement, les gens. Et puis, t'apprivoises un petit peu la voiture. Et ce qui est important, voilà, c'est que c'est des sensations uniques que tu retrouveras jamais ailleurs. Voilà, Mm. c'est des voitures qui se font plus. C'est des technos qui aujourd'hui sont plus produites. C'est des conceptions toutes faites à la main. Donc, tu as des sensations aujourd'hui que, qui du coup, les jeunes générations, quand tu les mets même dans une voiture sportive et qu'ils reviennent, tu leur mets là-dedans dans ces petites monoplaces, c'est une sorte de cigare à 4 roues, hein, parce qu'on n'a pas trop dit à quoi ressemblaient les voitures, mais c'est un cigare avec 4 roues. Et ben, les mecs dedans, après, ils sont comme des faux, parce qu'ils disent, ah ouais, il y a 60 ans, ils savaient faire des bagnoles, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc, ouais, le Oh, voyage dans le temps, c'est ce qui définit le mieux ce qu'on fait. Voilà. ouais. Et du coup, ça fait un bon lien par rapport à ce que je voulais aborder. On arrive un peu sur la fin, là, du coup. Ouais, bah vas-y, on a le temps, on a Euh, encore 15 minutes, là. Ok, ok. Je voulais parler des plus grosses difficultés, des plus gros challenges que tu penses qu'on a eu et que tu as peut-être aujourd'hui. Parce que pour rappeler, donc on démarre, enfin, idée en 2015, réalisation 2016-2017. Moi, je m'en vais pour d'autres aventures début 2020. Toi, tu continues. Malheureusement, tu te prends le Covid aussi dans la tête. Ouais. Moi, je n'étais pas prévu que le Covid arrivait et c'est pas pour ça que je suis parti. Euh,
Et du coup, ouais, là, ça fait presque 4 ans que j'y suis plus, 3 ans et demi. Voilà, entre 2016 et 2023, les plus grosses difficultés selon toi, justement, on veut faire kiffer les gens, mais c'est pas si facile. Et voilà, je te laisse la Alors, je parole. pense qu'il y a deux types de difficultés. Il y a des difficultés qui sont des difficultés que tu perçois pas, mais qui en sont quand même, parce que tu as l'énergie, et tu as des difficultés que tu anticipes et tu te dis, là, ça va être dur. Tu vois. Et en fait, c'est pas du tout la même manière de réagir. Tu vois, par exemple, au début, bah, on a eu toutes les difficultés. On ne connaissait personne, on n'avait pas de constructeur de voiture, mais en fait, c'était fluide. Tu vois. Mm. La difficulté, elle vient lorsque c'est moins fluide. Et par exemple, bah, le Covid, bah, c'est moins fluide. Tu dis, bon, là, il n'y a plus rien, les gens viennent de l'étranger, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Et après, je pense qu'il faut être pragmatique, il faut procéder par élimination. Tu vois, nous, pendant le Covid, ben, c'était soit ben, on n'avait pas de financement, la boîte n'était pas encore rentable, donc on pouvait pas avoir de PGE. On venait de faire une levée de fonds, donc on n'allait pas la refaire. Et en fait, on s'est tourné vers les clients. On leur a dit, voilà, vous êtes les seules personnes qui avaient vraiment... il y en avait déjà peut-être 600, 9, entre 800, ouais, 700 personnes qui étaient passées par l'école fin 2019. Ouais. Juste pour Donc, l'audience, il faut dire que la demi-journée, c'était presque 1 000 euros et la journée complète, 1 800. Enfin, on ouais. était sur un concept haut de gamme, pas pour le plus grand nombre non plus, mais c'était assumé. Et puis, ce qui nous a sauvés, c'est qu'en fait, je reviens à cette notion de proximité avec tout le monde. J'ai envoyé un message, je leur dis voilà, écoutez, si vous voulez continuer de vivre ce qu'on propose, est-ce que vous pouvez nous soutenir pendant peut-être 2 ans? Le Covid, on était parti sur le fait que ça allait durer un ou 2 ans. Et en fait, Mhm. c'est les clients qui nous ont donné des acomptes, qui nous ont permis de payer les charges qui étaient incompressibles. Tu vois, bah, des fois les assurances, les loyers, enfin, tout le monde s'est un peu concerté, mais ça, c'était dur parce que tu t'es dit, bon, ben, on sait pas où on va. Après, la difficulté, et ça, c'est vraiment honnête de le dire, c'est que lorsque tu t'aperçois que ton modèle de kiff, que tout le monde apprécie, qui est très beau sur le papier, doit avoir un modèle économique. Et là, tu es obligé un peu de trancher, de dire, bah, en fait, ouais, là, on va être obligé d'augmenter les prix là, on va être obligé de gérer certaines charges différemment, et de raisonner plus, bah, ouais, finance que purement produit. Et ça, Mm. c'est vraiment un pivot à avoir dans la boîte. Donc, il faut que la boîte continue de délivrer le même produit, mais que toi, à titre perso de dirigeant, tu puisses changer de statut. Et ça, c'est difficile. J'ai mis bien 2 ans à comprendre. Bah, qu'aujourd'hui, même si j'adore être auprès des clients, d'aller voir les voitures, d'être auprès de l'équipe, bah, mon but, c'est d'aller chercher des clients et que la boîte tourne. Ouais. Tu vois? Et Ah, bien ça, sûr, ouais, c'est c'était le côté dur. Ça, business. c'est dur. Ouais, moi, je m'occupais pas mal de ça. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est aussi ce côté. On avait bien sûr un modèle économique, mais plus tu progresses, plus tu comprends le marché, le milieu, le Et fait puis, que. tu vois la difficulté du modèle économique. Voilà. Tu dis, en fait, ouais, notre modèle économique, il est vraiment dur, en fait. Tu vois? Oui, parce que c'est dur d'aller chercher des clients, les dates elles sont pas illimitées, enfin il y a 365 jours sur un calendrier, à Charade tu peux pas rouler tout le temps, il y a d'autres gens qui les réservent le circuit, enfin il y a des périodes clés comme la période de septembre-octobre, etc. Pour faire rouler pas mal de caisses. Et en fait à la fin, comme tu dis très bien, bah, il faut s'adapter et peut-être repartir dans l'Excel, dans la finance Ouais, c'est ça. pour pérenniser la boîte quoi. Et je te comprends tout à fait. Ouais. En fait, si tu veux, ça, c'est une vraie difficulté. Tu as le décalage entre l'image qu'a la boîte, l'image qu'ont les gens. Et en fait, c'est facile sur les réseaux. Même si on communique de manière assez naturelle, je dis, ouais, ça marche du feu de Dieu. C'est top leurs trucs, ils sont tout le temps dans le mouvement. Mais ça, c'est une réalité. On est tout le temps dans le mouvement, on fait tout le temps des choses. Mais après, en fait, le break-even, donc l'équilibre est tellement élevé. En fait, il te faut, Les imaginons, charges, ton taux de les remplissage, charges de fonctionnement. c'est 100%, mais il faut que notre taux de remplissage minimum aujourd'hui, c'est 72%. Donc en fait, si tu es en dessous des 72, qui est déjà quand même un taux de remplissage élevé, bah, tu es en difficulté. Donc en fait, c'est d'arriver à être dans cette zone-là plutôt que celle-ci. Et ça, malgré toute l'excellence qu'on met dans le produit, dans l'entretien des voitures, dans la qualité et même la diversité des gens qui viennent, les profils. Et puis surtout, c'est un modèle où il y a peu de récurrence. Hein. Pas tout le monde peut se permettre de venir 4 fois par an dépenser 1 000 € pour faire 4 tours de circuit. Tu vois, c'est ça aussi. Donc en fait, pour mettre un point d'orgue là-dessus, c'est la réalité du modèle que tu as créé. Parce que quand tu commences, on a commencé ensemble, on est dans une bulle, on est dans notre truc, on se voit un peu la face, on se dit ouais, on est un peu les rois du monde, tu vois, sur notre truc. Puis après, il faut aussi accepter que est-ce qu'on a vraiment tout regardé? Est-ce qu'on met la tête dans les chiffres? Est-ce que ce qu'on développe
au début à perte a un sens pour être pérenne dans la durée. Tu vois, j'en parlais avec un entrepreneur qui a une grosse société. Il me dit en fait, ce qui est le vrai sens, c'est que ça dure dans le temps. Et ça, c'est la vraie difficulté. La difficulté, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à me projeter 6 mois, 1 an, 2 ans? Mais comme tout change et que c'est pas un produit, tu vois, avec de l'abonnement récurrent, bah, t'es obligé un peu de te réinventer sur certains points. Donc la difficulté, c'est ça, c'est de continuer à apprécier au jour le jour tout en te disant, ouais, dans 3 ans, je sais pas trop quoi, tu vois. Mais ça, on débloque des leviers. Et aujourd'hui, je pense que je peux le dire, on a compris les leviers à activer, on a quelque chose qui fonctionne bien entre avril et octobre. On a testé des choses en compète qu'on va peut-être un peu réduire. On a un partenariat qui est en train de se faire avec une boîte à Barcelone pour compenser cette saisonnalité, parce que la grosse difficulté de notre modèle, c'est que on a des charges toute l'année et ça tourne que de avril à octobre. Donc on ouvre en Espagne sur la saison creuse et on a un truc assez sympa. Bon, je peux pas trop rentrer dans le détail, mais on va pouvoir faire des courses avec nos voitures. Donc ça c'est très sympa. Voilà. Yes, bah, ça prouve en fait que dans ces, si tu veux, milieux de kiff, il n'y a pas que de la facilité. Enfin, c'est pas que comme certains, je ne veux pas prendre des exemples bidons, mais il y a certains restaurants en franchise, les business models sont bien connus, tu vois, ton burger, il doit coûter tant, tu prends tant de personnes pour gérer ton resto, tout ça. Enfin, voilà. Là, c'était vraiment assez expérimental parce qu'en plus, on voulait développer une offre qui était unique au monde par définition. Mais qui amène son lot challenge parce qu'on a des charges plus importantes que des concurrents, entre guillemets. Malgré tout, tu peux pas répercuter totalement toutes ces charges tout le temps sur le prix de la prestation parce qu'il y a la valeur perçue aussi qu'il faut pas oublier. La valeur perçue, tu dois, comment dire, les clients ils comparent. Ils comparent les stages de Formule 1, les expériences qu'ils peuvent faire à côté, ou même un voyage peut-être dans les Alpes ou je ne sais quoi, parce que ça reste un budget. Et dois d'être bien placé, de les convaincre. Et ça reste un challenge, du coup, de le mettre dans une vision globale annuelle, avec un nombre de dates minimum, un remplissage minimum, pas trop de charges à côté. Ah, c'est pratique en fait, et tu reviens toujours à ça. En fait, derrière la machine du kiff, il y a le back office quoi. Tu vois, et il y a quelles sont les anticipations qu'on peut avoir et toujours bien s'entourer. Donc, je pense que ouais, la clé c'est les gens et ensuite il faut arriver à fédérer ces gens-là autour du projet et qu'ils soient également dans la même démarche de procurer un certain plaisir avec une expérience qui est top quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est pas tous les jours tout. Ouais, en fait, tourner les serviettes et tout, non, c'est un vrai challenge. Mais après, c'est ça. Je pense que le vrai plaisir, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est d'arriver à se dire, on va arriver là, on va aller là, on va embarquer tout le monde avec, et puis surtout, la communauté qui est derrière. Je pense que c'est important, et la notion de communauté, elle est clé aujourd'hui, tu vois, les gens qui communiquent aujourd'hui sur les réseaux. Moi, j'hallucine quand t'as des personnes qui arrivent à avoir 20 millions de mecs qui les suivent. Tu vois, tu te dis, mais comment ils font, les mecs? Mais en fait, les mecs, ils sont juste eux, quoi, tu vois. Ouais. Et, Après, quand et, et- tu remarques déjà, imagine 10 000 personnes, déjà 10 000 personnes, c'est peut-être une grosse salle de spectacle, déjà c'est énorme, tu vois. Enfin, on s'en rend plus compte aujourd'hui avec les chiffres énormes de certains, entre guillemets, influenceurs ou d'autres, mais déjà si tu as 10 000 personnes engagées qui te suivent, c'est énorme, quoi. Enfin, ouais, nous, je crois qu'on est pas loin de 10 000, nous. Ouais, sur Sur- Insta, ouais. ouais, si tu rassembles tout, ça doit être ça, je Mm. crois. Mais vraiment des gens qui suivent. Ça, c'est pas mal. Bah ça c'est cool, ouais, c'est le pouvoir de la communauté. J'aimerais finir sur deux, trois petites questions très rapides et après je te laisse Ouais, filer vas-y, parce que je vas-y. sais que tu as une obligation. Comment tu t'inspires toi aujourd'hui ou c'est quoi qui t'inspire je sais pas, des expériences que tu as vécues. Je sais que tu es pas mal dans ce côté artistique et tout ça, tu es un esthète. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, Pour faire moi, progresser peut-être toi-même ou la boîte du coup. ouais, après, je suis pas un gros lecteur, mais je prends le temps de lire un bouquin de temps en temps. Je t'avouerai, depuis que c'est sorti lors du Covid, dès que je suis en voiture, j'écoute des émissions, des podcasts, tu vois. Mais pas forcément sur la bagnole. Tu vois, j'écoute des podcasts sur les aventuriers, sur les entrepreneurs. J'en ai certains pour les recommander dans des liens après, si tu veux, après. Euh, mais c'est surtout passer du temps avec des gens qui ont des aventures géniales, tu vois.
Et typiquement, tu vois, quand je vais à Paris, j'essaie toujours de trouver un moment pour me dire, voilà, est-ce que je pourrais pas dîner avec une personne qui fait un truc totalement différent, mais je sais qu'elle est passée par telle étape et ils vont c'est l'énergie en fait, ce qu'il faut chercher. Tu vois, moi j'aime bien typiquement, et ça c'est vrai, c'est comme ça que je fonctionne, mais moi dans des villes dynamiques, il y a de l'énergie et c'est auto-inspirant. T'es dans un environnement. Typiquement, je sais pas, tu vas à Paris, à Londres, et là, tu es dans toute cette fourmilière. Certes, tu peux pas te poser, mais c'est là où tu prends en fait cette Mm. inspiration-là. Je suis d'accord. Et en fait, le lieu est vraiment source d'inspiration. Je pense que on rejoint l'environnement, le lieu dans lequel tu es. T'as pas besoin même d'être avec quelqu'un. Tu as besoin d'être dans l'environnement qui fait que automatiquement toi-même, tu arrives à te dire ouais là, j'ai l'esprit plus libre et j'arrive à me poser sur un truc, tu vois. Et surtout, euh, il faut couper le flux d'informations. Ça, c'est super important. Ça, j'apprends à le faire. Je suis pas encore au top, mais par exemple, tu vois, à un moment là, comme on est en train de le vivre, pas de téléphone. Je suis sur tel bouquin où je me renseigne que sur tel truc et voilà, comme Mm. ça. Parce qu'après, Ouais, ouais. Ne pas la, déranger, mode avion, ou même de pas l'avoir tout court, quoi. ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Donc, tu vois, typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est je vais dans un café avec une petite musique, cocooning et tout. Et il y a des gens avec qui tu peux discuter une fois que t'as arrêté. Des fois, c'est des personnes qui ont des choses intéressantes à raconter. Et il faut essayer de le faire régulièrement, tu vois, une fois par semaine. Voilà. Ah oui, une fois par semaine quand même, ouais. Ok, ok. Ouais, ouais, franchement, une fois par semaine. Après, tu bosses, hein, mais t'es dans un Mhm. environnement qui n'est pas celui dans lequel t'es chez toi ou au bureau, Bien quoi. sûr. C'est Ouais, je comprends. important. Voilà. Mais Et, ouais, c'est pas forcément les bouquins, mais c'est le lieu. Tu vois, tu vas être dans un mm. lieu que tu n'as jamais fait. Ouais, moi, j'aime bien bouger, tu vois. Ok. Ça, c'est mon truc. Ouais. Tu as parlé de Goodwood Revival, donc un énorme événement tout à l'heure. Il y a des choses comme ça que tu as vécu récemment, des événements, des lieux qui t'ont inspiré pour justement peut-être Classic Racing. Tu sais, te dire, voilà, là, ils font vraiment les choses bien, quoi, tu vois. Ouais, Et bah, s'il y en a pas, c'est pas grave, hein. si, Goodwood, c'était vraiment. Après, tu peux t'en rendre compte que là où tu es allé, parce que ce que tu vois sur Internet, Bien sûr, c'est ce que c'est je te demande. c'est pas une référence, tu vois, pour moi, ce que tu vois en ligne, mais ouais, en fait, il y a Goodwood, évidemment, pour la notion événementielle. Et après, ouais, c'est une ref. Après, c'est vrai que quand tu regardes trop ailleurs, t'oublies Mm. vraiment ce que toi tu veux faire. Donc, faut pas non plus passer trop de temps à faire de la veille partout, ou alors vraiment tout regarder. Faut aussi, je pense, des fois définir ta propre identité et te dire, ben moi, j'ai envie de faire ça. Et c'est pas parce que 80% des autres font différemment ou font tous plus ou moins la même chose que moi je vais faire pareil, tu vois. Donc, Mm. je pense que tu vois, il y a ce point de départ qui est Goodwood. Je pense que il faut être aussi patient. On a un produit qui arrive à maturité et qu'on fait évoluer. Tu vois, on a fait des versions F3, Formule Ford, et je pense que ouais, il y a des choses inspirantes dans l'événementiel, mais c'est aussi dans la manière de voir les choses. Tu vois, c'est plus des gens qui m'inspirent aussi. Tu vois, j'ai un Ok. ami, il a une boîte d'architecture, de logiciel d'architecture. Ça n'a rien à voir avec nous, mais le mindset fait que des fois, il te pond un truc, tu fais ah ouais, j'ai jamais pensé à ça. Il dit ouais, essaye. Tu vois, c'est un truc qu'il applique dans son environnement. Toi, t'as pas ressenti le besoin. Tu dis ouais, je vais essayer ça. Tu vois, et ça fonctionne. Mais ouais, pas tant de benchmark que ça. Tu vois, Mm. ça c'était surtout le cas au début, et après, faut rester focus sur ton embryon de projet et essayer surtout de pas trop s'écarter je dirais, pas du core business, mais du produit initial, tu vois, qui Ouais, est ouais, je comprends, ouais. ouais. Après, Et moi, ce que toi, j'aime bien faire, tu vois, c'est par exemple des fois aller sur des events ou des trucs. J'étais à un festival de musique à un moment et tu sais, tu regardes, tu dis, ouais, ils font vraiment les choses bien sur certaines choses. ouais. Je sais qu'on est un peu pressé sur la fin. Dernière question, enfin, pardon, est-ce que tu as un rêve pro? Est-ce que je sais pas, comment tu te projettes, des choses que tu as envie de faire et peut-être une porte ouverte, du coup, un appel au public, si Ah ben, jamais ils nous écoutent. en fait, je suis assez terre à terre. Si tu veux, ouais, j'arrive pas à 10-20 ans. Déjà, je me dis, si on arrive à mener ce projet à bout avec une société qui est vraiment tout financée, où tout le monde puisse déjà bien en vivre et que ça continue dans le temps, ça c'est vraiment mon premier rêve. Le deuxième, j'ai dit un petit peu, c'est d'arriver à créer au-delà simplement des cours de pilotage, créer vraiment un petit championnat, voilà, avec les autos qu'on a utilisées depuis le début. Ça, c'est en cours. Après, le rêve ultime, moi, c'est, voilà, il y a des endroits dans lesquels j'aimerais m'installer qui sont pour l'instant pas vraiment compatibles avec ce qu'on fait. Donc, ouais, ouais, typiquement, Par exemple.
moi, je sais pas, j'adore la côte basque, tu vois. J'adore la côte basque, et puis peut-être aller vivre à l'étranger, tu vois, c'est bien, c'est un truc qui manque aussi, c'est parler anglais souvent, etc. C'est quelque chose que j'aimerais bien, mais ouais, expérience à l'étranger, et puis, mais je dissocie jamais, tu vois, la réalité du terrain actuel Hmm. de quelque chose, parce que quand tu te dis, ouais, j'aimerais être là, bah, faut un référentiel, tu vois, et le référentiel, faut qu'il soit quand même plus ou moins proche de ce que tu es actuellement. Donc, j'essaie de rester les pieds sur terre. Après, bah, le rêve ultime, c'est d'être toujours en bonne santé, ça c'est clair. Et j'ai eu un petit coup dur en fin d'année dernière, et c'est quand t'arrives plus à te lever le matin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, c'est santé first. Ça, c'est super Ok. important. Voilà. Eh ben, ça termine bien cet épisode avec comment dire, un brin de sagesse. Ouais, Et c'est je vrai. te remercie d'avoir pris ce temps pour qu'on récapitule un petit peu bah, notre histoire. Enfin, moi, j'en ai fait qu'un bout du coup, mais en tout cas, on en a une en commun. Peut-être Ouais. que des gens redemanderont des anecdotes et un autre épisode, peut-être, qui sait, je sais pas. Ouais, bien On sûr. pourra Bah, peut-être après, inviter d'autres on personnes. reviendra. Mais c'est tellement long. Enfin, moi, je suis pas bon pour résumer le truc. Non, mais Je parle beaucoup. Ouais. je pense en tout cas, les auditeurs nous le diront, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense on a résumé aussi surtout l'état d'esprit qu'on avait pour faire kiffer les gens par rapport à notre concept. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. C'est pas pour me mettre dans le devant, mais c'est vraiment ce qui a construit un peu ma carrière aujourd'hui. C'est on a fait tellement vivre des bons moments et je trouve que c'était tellement beau que j'ai envie de faire parler les gens qui font pareil, quoi. Et donc merci Julien, je te remercie encore d'avoir pris ce Bah, temps. Je vais te merci à laisser toi, filer Morgane. et on Merci se beaucoup. suit sur les réseaux. Ouais, On, carrément. Et puis, je on se crois tient qu'on au se voit dans courant. pas très longtemps sur Lyon. Ouais. Bah, je pense qu'on se voit demain à la date d'enregistrement de ce podcast. Voilà. C'est, Parfait. Bah, voilà. écoute, je te remercie. Et puis, écoute, on se voit très bientôt. Yes. Allez, salut, merci Julien. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hello@cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.